أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الحلقة من برنامج أصدقاء فلسطين. في هذه الحلقة نستضيف وإياكم من عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل الأمين العام لرابطة المحامين الديمقراطيين السيد يان فيرمون. أهلا بك سيد يان. في البداية اسمح لنا قبل أن نبدأ هذا الحوار أن نتابع وإياك التقرير التالي ثم نكمل الحوار. لنتابع. كرس يان فيرمون الأمين العام لرابطة المحامين الديمقراطيين الدولية خبرته الحقوقية الواسعة للدفاع عن الشعوب المضطهدة وضحايا الحروب، وكان من أبرز المحامين المشاركين في رفع شكوى دولية لمحاكمة أرييل شارون على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني. كتب في الدفاع السياسي والعدالة الطبقية، وشارك في مؤتمرات ذات علاقة بفلسطين وقضايا المستوطنات والأسرى. مستشار قانوني في حقوق الإنسان والقانون الدولي والجنائي والقانون الدولي الإنساني لأكثر من 30 عاماً. منظم الندوة الدولية في الجزائر عام 2015 تحت عنوان معاناة الشعب الفلسطيني جراء جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. محام مستقل في بروكسل منذ عام 1989 وإلى الآن. عضو في انترفورم الشبكة الأوروبية للمحامين الناشطين في قضايا الجرائم الصناعية. استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة. مراقب المحاكمة الدولية المدافعين عن حقوق الإنسان منذ عام 1990 إلى الآن. باحث ومحاضر في كلية الحقوق بجامعة ماستريخت منذ عام 2006 حتى 2015. لقد شكل القانون ودراسة الحقوق مسار حياة لفيرمون توافق مع طبيعته الرافضة للظلم والاضطهاد، فلم يكتفي بالعمل المحلي ووسع أنشطته على المستوى الدولي، فكان لقاؤه بالقضية الفلسطينية حتمياً. معروف أنك من مناصري القضية الفلسطينية، كيف بدأت علاقتك مع فلسطين؟ La Palestine a été pour moi, je dirais quasiment toujours dans ma vie. Donc déjà à l'école, je participais aux activités de solidarité avec la Palestine. À l'université, pendant les événements de 82, nous avons beaucoup travaillé pour la solidarité avec le peuple palestinien, qui était pour nous une cause parmi les causes des peuples du monde à ce moment-là. L'opposition à la guerre au Vietnam, la défense du peuple sud-africain contre l'apartheid et la Palestine évidemment qui faisait intégralement partie de ces causes. Et puis dès que j'ai entamé une carrière, que j'ai commencé à travailler comme juriste, la Palestine était là parce que les violations du droit international, les violations des droits fondamentaux du peuple palestinien, c'est évidemment quelque chose qui a toujours été présent. Donc voilà, la Palestine m'a accompagné, je dirais, pendant toute ma vie. بالإضافة إلى هذه النشاطات على المستوى الدولي، هل لديكم نشاطات في الأرض الفلسطينية المحتلة؟ Alors, c'est très compliqué parce que notre association, comme elle a une prise de position très claire sur la question de la Palestine, évidemment, les autorités israéliennes, je dirais, essayent d'empêcher notre association de travailler. Par exemple, il y a 2 ans, nos comptes en banque aux États-Unis ont été fermés sous pression des autorités israéliennes et après une campagne du Jerusalem Post pour dénigrer notre association. Donc dans ce sens-là, nous ne pouvons pas, comme d'ailleurs les organisations palestiniennes, nous ne pouvons pas travailler ouvertement et avoir des activités normales. Par contre, nous travaillons évidemment avec nos partenaires sur le terrain qui, eux, travaillent avec notamment des juristes israéliens, des juristes qui défendent des Palestiniens devant les tribunaux israéliens. Évidemment, de cette façon-là, oui, nous sommes présents. Mais nous ne pouvons pas avoir une activité normale en tant qu'association dans les territoires de 48.
هذا يدفعني إلى السؤال إلى كيف ترون مساعي دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات الدولية، وأيضا خصوصا تغير شخصية فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة. Tout d'abord, l'État palestinien est un État reconnu à part entière par un grand nombre de pays. Ce qui veut dire qu'en droit international, c'est suffisant pour être considéré comme un État à part entière. Et donc, le problème, c'est que certains États comme les États-Unis, mais aussi malheureusement avec le soutien de certains pays européens, continuent à essayer de bloquer l'État palestinien d'exercer pleinement ses droits en tant qu'État. Donc la première chose qu'il faut dire, c'est que l'État palestinien devrait pouvoir prendre dans toutes les organisations internationales sa place entière, sa place pleine d'État, et non seulement comme observateur. Mais cela va de soi que les autorités palestiniennes, les représentants de l'État palestinien doivent pouvoir prendre leur place là où c'est possible. Donc l'État palestinien, évidemment, a tout à fait raison de prendre cette place d'observateur, mais nous devons dire en même temps que sa place devait être non pas d'observateur, mais d'État à part entière. فلسطين اليوم تطالب الجنائية الدولية بفتح تحقيق جراء الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. لماذا تأخر فتح ملف التحقيق لدى الجنائية الدولية إلى يومنا هذا؟ L'autorité palestinienne et aussi des ONG palestiniennes, dont notamment le Barreau palestinien et le Palestinian Center for Human Rights, nos affiliés, ont soumis à la Cour pénale internationale, au procureur de la Cour pénale internationale, une série d'éléments qui sont indiscutables. La colonisation est indiscutablement un crime de guerre. Coloniser de cette façon-là des territoires qu'on occupe, c'est interdit par la Convention de Genève. Donc il y a très peu de discussions possibles. Alors, c'est clair que le procureur de la Cour pénale internationale est sous une très grande pression internationale, notamment des États-Unis, mais aussi de certains Européens, pour ne pas ouvrir une véritable enquête. Raison pour laquelle notre association est allée voir le bureau du procureur, a discuté avec le bureau du procureur et a lancé la pétition de juristes dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui consiste précisément à dire « vous avez tous les éléments en main pour passer d'une soi-disant pré-enquête à une véritable enquête ». Parce que les éléments vous ont été fournis par les interlocuteurs palestiniens et les crimes sont indéniables. Donc la seule chose qui explique qu'il n'y a pas encore une véritable enquête, c'est précisément le contexte politique, c'est la pression internationale sur le bureau du procureur, et à nous de faire la contre-pression nécessaire pour que le procureur puisse trouver la force pour enfin passer au stade de l'enquête sur des faits qui semblent des évidences. هذا يدفعني إلى السؤال: ما هي الجهات، وهل هناك جهات دولية أخرى من الممكن أن تلجأ إليها دولة فلسطين لمحاسبة إسرائيل على هذه الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني؟ Alors, la question de l'impunité est une question très importante. Je pense par rapport à cela qu'il faut bien voir, il y a plein de mécanismes qui sont là. De nouveau, il n'y a pas un seul mécanisme magique qui peut résoudre tout. Je vous rappelle qu'à un certain moment, des avocats en Grande-Bretagne ont déposé plainte, notamment contre Tzipi Livni, et ont obtenu que Tzipi Livni et le général Yalon ne pouvaient plus mettre les pieds en Grande-Bretagne. Parce que, en fait, ils sont arrivés dans un avion. Normalement, s'ils devaient descendre de cet avion, ils auraient été arrêtés par la police anglaise. C'est grâce à une action de solidarité menée par des ONG et des avocats devant les tribunaux britanniques. C'est grâce à eux qu'on a obtenu ce résultat. Tous ces mécanismes-là sont là. Tous ces mécanismes-là peuvent et doivent être utilisés. La Cour pénale internationale, il faut continuer à faire la pression. Les juridictions nationales, dans certains cas, peuvent intervenir. Nous avons eu l'exemple du procès, ou en tout cas de l'enquête sur Ariel Sharon en Belgique, Tzipi Livni et Yalon en Grande-Bretagne. Il y a eu des affaires en Suisse. Donc, de cette façon-là, en agissant
en utilisant l'ensemble de ces leviers, en continuant à aborder la question devant les instances du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, en menant des actions judiciaires sur le plan national, en défendant les activistes du BDS aussi, parce que c'est important. Quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir sur le BDS, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais c'est important de protéger les activistes qui essayent de mener ce type d'action et d'organiser ce type d'action de solidarité avec le peuple palestinien. Et ils sont poursuivis en France, ils sont poursuivis en Allemagne, ils ont des difficultés. Il faut défendre leurs droits à la liberté d'expression et défendre le droit à mener ce type d'action de boycott, non pas comme une action étatique, mais comme une action d'un peuple, une action pour faire respecter le droit international menée par un peuple. Donc voilà, tous ces terrains-là, nous pouvons développer une activité et il faut le faire. Mais je sais que le peuple palestinien attend une sorte de clé magique pour résoudre le problème. Là, malheureusement, elle n'existe pas. Il faut continuer la solidarité à tous les niveaux. Il faut continuer à tous les niveaux d'utiliser tous les leviers qu'on a. C'est la seule façon de construire cette solidarité, cette vague de solidarité qui est nécessaire, qui contribuera à changer la situation. أنت كنت أحد المتابعين والمحامين الذين شاركوا في رفع قضية ضد شارون آنذاك. هل من الممكن أيضا رفع شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية الحالية؟ Alors, sur cette question-là, il faut dire deux choses. D'abord, quand, devant les juridictions belges, une enquête a été lancée contre Ariel Sharon pour Sabra et Shatila, pour les massacres de Sabra et Shatila, directement, il y a eu une très forte pression sur l'État belge. Et donc, la loi qui permettait à ce moment-là de mener ce genre d'enquête a été très fortement restreinte, d'abord à cause de la pression pour l'affaire Sharon, et puis aussi parce qu'il y a eu des plaintes après la guerre contre l'Irak, contre les responsables militaires américains. Et donc, les Israéliens, l'État israélien et les autorités américaines, les autorités des USA, ensemble ont mené une très forte pression sur le gouvernement belge pour changer la loi. Donc la loi, le champ d'application de la loi a été restreint. Mais oui, sous certaines conditions, il y a encore des possibilités de déposer des plaintes. Donc si des soldats israéliens qui ont la double nationalité belgo-israélienne, et il y en a hein, qui ont la double nationalité, sont impliqués dans des crimes de guerre, on peut lancer des enquêtes qui, dans un premier temps, vont évidemment concerner les actions menées par ces soldats, mais qui ensuite peuvent aller au-delà et toucher aussi des responsables israéliens. Netanyahou est un problème compliqué parce que Netanyahou, pour le moment, Benjamin Netanyahou est Premier ministre et donc, selon la jurisprudence de la Cour de justice à La Haye, il bénéficie d'une immunité. Mais les responsables militaires, des fonctionnaires du gouvernement et Netanyahou, dès qu'il n'est plus Premier ministre, peuvent être poursuivis devant des juridictions belges, françaises, allemandes, sous certaines conditions. Et donc il faut utiliser l'ensemble de ces mécanismes, il faut y travailler, il faut continuer à lancer ce type de procédure parce que ça n'est pas... Ça va de soi que Netanyahou ne sera pas dans une prison belge demain, hein, mais ça peut avoir un impact sur ses possibilités d'agir, de voyager, d'agir au niveau international. Et donc je crois qu'il faut continuer à le faire. كيف تنظرون إلى تداعيات نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وأيضا القرار الأخير من قبل إدارة ترامب بحذف اسم فلسطين من قائمة أو من موقع وزارة الخارجية الأمريكية؟ L'acte de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem, à Quds, est de toute évidence un acte illégal en droit international. C'est en fait un soutien de fait à l'occupation et donc à un acte d'agression tel que le droit international le définit. Donc cela rend les États-Unis encore plus complices qu'ils ne l'étaient déjà des agressions commises et des violations du droit international commises par l'État d'Israël. Alors bon, de nouveau la même question, comment remédier à cela? Le problème c'est les Nations Unies sont claires sur le sujet, l'Assemblée générale est claire sur le sujet.
les résolutions, les décisions de l'Assemblée générale des Nations unies sur la question palestinienne sont très claires. Israël est en tort, Israël commet des actes d'agression, l'occupation est illégale. Seulement, les États-Unis, évidemment, bloquent le Conseil de sécurité, ils bloquent avec leur pouvoir des actions internationales pour faire respecter la légalité internationale. Et donc, une fois de plus, je crois qu'il n'y a que l'action combinée du peuple palestinien et des autres peuples du monde dans le mouvement de solidarité, dans tous les forums où c'est possible. Ce n'est que cette action conjointe qui peut faire en sorte que les États-Unis, d'abord Israël, mais aussi les États-Unis, seront finalement forcés de respecter le droit international. Mais j'aimerais bien pouvoir dire au peuple palestinien, j'ai une solution miraculeuse à offrir. Ça, malheureusement, elle n'existe pas. C'est la lutte, sur le plan légal, sur le plan de la solidarité, la combinaison des deux qui fait que, tôt ou tard, ce régime devra disparaître tel qu'il existe actuellement, devra être remplacé par un gouvernement, un régime qui respecte le droit international et qui respecte les droits du peuple palestinien. إسرائيل تستمر بسياسة هدم المنازل والمباني الفلسطينية وأيضا تهجير السكان، وهو تهجير قسري وكان آخرها في صور باهر، بالإضافة إلى الاستيطان المستمر وسرقة وتهويد الأرض الفلسطينية. وكنتم قد شاركتم في مؤتمر للاستيطان هنا في العاصمة بروكسل. ما هي الأدوات القانونية اللازمة لردع وإيقاف هذه الإجراءات الغير قانونية، ولماذا الخوف من قبل الدول لإثارة هذا الملف؟ Alors, tout d'abord, cette conférence était importante parce qu'elle remettait sur le tapis la question de la colonisation comme un élément majeur. La colonisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un crime de guerre. Et donc, il n'en est pas question d'accepter, je dirais, de négocier ou de trouver une excuse à cette colonisation. Cette conférence, de façon très claire et nette, disait de nouveau, répétait... أيضا قدمت فلسطين لائحة دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة بسبب التجاوزات القانونية، سواء بنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس أو القرارات الأخرى. ألا تعتبر تجاوزات الإدارة الأمريكية ضرب بعرض حائط المجتمع الدولي والقرارات الدولية؟ Alors, tout d'abord, comme je l'ai dit, les actes posés par les États-Unis, notamment le transfert de l'ambassade, mais il y en a d'autres auparavant et il y en aura d'autres après, je crains, sont évidemment des actes de complicité avec une occupation illégale. Et donc, en droit international, ces actes sont totalement illégitimes. Le problème, c'est évidemment, il ne se pose pas seulement au peuple palestinien, il se pose à d'autres peuples dans le monde. Comment avoir une emprise, comment agir contre un État qui, de toute évidence, n'a aucun intérêt pour le droit international, au contraire, sauf quand il peut l'utiliser en sa faveur, mais pour le reste, le droit international, pour les États-Unis, c'est rien du tout. Toute leur histoire, c'est une histoire de violation du droit international. Donc ça, c'est un problème majeur. La seule chose que je peux dire par rapport à cela de nouveau, c'est que le peuple d'Afrique du Sud, qui était dans une situation quand même avec beaucoup de similitudes avec le peuple palestinien dans le passé, ce peuple, par sa lutte, par la solidarité internationale, par aussi le soutien apporté par d'autres pays, parce qu'il y a beaucoup de pays qui étaient solidaires avec le peuple sud-africain, mais il y a aussi beaucoup de pays aujourd'hui qui sont solidaires avec le peuple palestinien, a réussi à faire tomber ce régime d'apartheid et à le remplacer par un gouvernement démocratique où tous les citoyens ont des droits égaux. Et ils ont réussi à amener Nelson Mandela de la prison à la présidence. Moi, je suis plein d'espoir que ce type de développement arrivera aussi au peuple palestinien. Quand, c'est compliqué à dire, on ne le sait pas, mais il faut continuer à lutter. كيف يمكن وصف القرصنة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية والتي تعتبر اختراق للاتفاقات الموقعة والتي هي برعاية أوروبية وهو بروتوكول باريس الاقتصادي؟ C'est clair que c'est une violation du droit international, c'est une violation d'un accord international, c'est des violations d'engagements pris au niveau international et les États devraient être tenus responsables pour cela.
Peut-être la Cour de justice à La Haye peut jouer un rôle là-dedans. Peut-être des juridictions nationales peuvent aussi jouer un rôle là-dedans pour obliger les États à respecter leurs engagements internationaux. Mais que l'acte, le comportement est de toute évidence une violation et des accords et des normes de droit international, ça me semble une évidence. Et donc, je suis sûr que les autorités palestiniennes et probablement aussi d'autres forces dans le monde examinent la question de comment utiliser les juridictions, quelles pistes juridiques à utiliser. Mais de nouveau, il n'y a pas de police internationale, c'est notre grand problème. Il n'y a pas d'instance internationale, à part le Conseil de sécurité qui a cette compétence, mais qui ne l'utilise pas. Mais il n'y a pas d'autres policiers dans le monde qui peut imposer aux États le respect du droit international. بالإضافة إلى قضية ملف الأسرى الفلسطينيين، هناك كبار سن وأطفال ونساء مثل الجعابيس، وهي امرأة فلسطينية ما زالت تعاني من تشويه ومن اعتقال ومن ابتزاز داخل السجن الإسرائيلي. هل هناك أدوات أو آليات ممكن أن تفعل موضوع الأسرى دولياً؟ Alors, la torture est un crime de droit international. Donc, ça veut dire que chaque pays, en plus il y a la Convention contre la torture qui est très spécifique et qui oblige chaque pays à instaurer ce qu'on appelle une compétence universelle pour la torture. Ce qui veut dire que les juridictions belges, françaises, allemandes, même américaines, peuvent en principe traiter des affaires de torture, quel que soit l'endroit où la torture a été pratiquée. Se pose évidemment là le problème de faire en sorte que on puisse établir, recueillir les éléments de preuve sur des cas de torture particuliers. Mais donc oui, il y a des possibilités. Si des binationaux, il y a quand même pas mal de citoyens israéliens qui ont une autre nationalité, si les binationaux participent dans l'organisation ou dans l'exécution des actes de torture, les juridictions de leur pays d'origine, du pays dont ils ont la nationalité, outre la nationalité israélienne, a évidemment une possibilité d'intervenir. Donc, je pense qu'à ce niveau-là aussi, il y a des leviers que sans doute nous avons sous-utilisés jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce moment. La question est souvent aussi de pouvoir organiser ça, de trouver les ressources nécessaires pour lancer ce type d'action, d'établir les bons réseaux, de faire en sorte que les éléments de preuve puissent arriver là où ils doivent être, d'identifier aussi les auteurs, parce que les actes de torture, évidemment, c'est parfois très compliqué d'identifier les auteurs de ces actes de torture, parce qu'un tortionnaire, évidemment, n'affiche pas son nom avant de faire sa sale besogne. Donc, à ce niveau-là, mais certes, il y a des possibilités, et à mon avis, une plus grande coordination entre les mouvements de solidarité, et en particulier ceux qui s'occupent des actions judiciaires là-dedans, d'une part, et de l'autre côté, les autorités palestiniennes et les ONG palestiniennes, à mon avis, pourraient certainement amener à un plus grand nombre d'actions portées sur la scène internationale. سؤال أخير سيد ين، الفلسطينيون بشكل عام يطرحون سؤال: إسرائيل تقوم دائما بجرائم مخالفة للقانون الدولي ولا تفي بأي التزامات ولا يوجد رادع لهذه التصرفات. كيف يمكن خلق ثقة لدى المجتمعات الدولية بأن هناك عدالة أو أن هناك معايير موحدة للتعامل مع هذه الدول؟ Alors, d'une part, il faut continuer à informer parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de manque d'information et chaque génération, il faut recommencer ce travail d'information. À l'époque où moi j'étais jeune, il y a très longtemps, évidemment, il y avait les événements de 82, il y avait
des événements majeurs qui faisaient qu'il y avait quand même une certaine information qui circulait. À l'université, à l'époque, à l'université de Bruxelles, il y avait beaucoup d'étudiants palestiniens qui nous informaient de façon directe sur ce qui leur arrivait. Donc, je crois que cette information, ça continue à être nécessaire à parler de la Palestine, à informer, à montrer ce qui se passe. Bon. Alors, ça se fait de différentes façons, par des campagnes d'information, mais aussi en allant sur place. Beaucoup de mes amis, moi j'ai malheureusement jamais eu l'occasion, mais beaucoup de mes amis sont allés sur place, ont constaté avec les associations palestiniennes, ont constaté les violations de leurs propres yeux. Évidemment, quelque chose qu'on a vu de cette façon, c'est très important. Donc les échanges, l'information, les échanges de jeunes surtout, je trouve que c'est une question absolument cruciale qu'il faut maintenir en place. Alors la deuxième chose, c'est, je comprends qu'il y a aussi au niveau du mouvement de solidarité, qu'il y a parfois une certaine fatigue, parce qu'on a tout essayé, on a pris tellement d'initiatives, on a depuis des décennies organisé des forums, fait des manifestations, organisé des campagnes de solidarité, etc. Et on sait que, voilà, après des décennies de travail, il n'y a pas vraiment de signe qu'Israël va changer sa politique ou qu'un État démocratique est prêt à s'installer sur ce territoire. Donc, néanmoins, je pense que nous n'avons pas de choix. Nous devons continuer ce travail, hein, et nous devons transmettre aux générations suivantes tout ce que nous savons et toute notre indignation sur ce qui se passe. Certains de mes amis ont organisé, je dirais à l'origine même, du Russell Tribunal sur la Palestine qui s'est tenu dans plusieurs endroits du monde avec des sessions d'information, etc. C'est des initiatives très importantes. Il faut continuer ce type d'initiative. Il faut continuer par tous les moyens possibles parce que ce n'est que la persévérance qui fait que finalement les droits du peuple palestinien seront respectés. Il faut soutenir toutes les tentatives ou toutes les initiatives qui permettent au peuple palestinien de s'exprimer, de s'unifier, de résister à l'oppression, à la colonisation, à l'occupation. Il faut rappeler tout le temps que ce n'est pas seulement une question de droits humains, qui est important évidemment, hein, mais que c'est aussi une question de droits des peuples. Parce que ce n'est pas uniquement une question de comment Israël mène la guerre, c'est le fait que l'occupation en tant que telle est un acte criminel, que le blocus de Gaza est un acte criminel, que que le mur est un acte d'agression contre le peuple palestinien. Donc, il faut continuellement remettre ces questions sur le tapis, mobiliser, rassembler, mener les actions, utiliser les leviers là où ils sont disponibles. Et je ne sais pas pour combien de temps ça durera encore. J'espère que je verrai encore une Palestine libre. On verra. Si ce n'est pas le cas, eh ben, il faudra transmettre aux générations suivantes. شكرا لك سيدنا على هذه الاستضافة، والشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.